Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Stéphanie Walter, je suis UX designer, donc designer d'expérience utilisateur et j'habite actuellement au Luxembourg. Quelle a été ta formation ? C'est un peu compliqué. Alors en fait, j'ai fait de base un bac ES parce que je voulais être prof d'anglais. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un master à Strasbourg qui s'appelait, enfin à l'époque c'était un DESS qui s'appelait K-Web et qui permettait de faire des sites web et des langues. Donc j'ai choisi d'aller faire une licence qui s'appelle LEA Strasbourg, donc langue étrangère appliquée, du coup pour pouvoir ensuite rentrer dans ce master-là. Donc j'ai une double formation, une de langue, donc français, allemand, anglais, et de deux sur toute la partie vraiment, donc tout ce qui va être web design. On a fait un peu de dev, un peu de design, un peu de gestion de projet. Donc c'est assez touche à tout en fait au final. Est-ce que tu considères qu'il s'agit d'une formation complète ou est-ce que tu continues d'apprendre sur Internet ? C'est deux questions vraiment très distinctes. Donc, est-ce que c'est une formation complète? On apprend beaucoup de choses, clairement. On a vu ça va du XML au PHP en passant par Photoshop, Illustrator, un peu d'ergonomie, de la localisation de la vidéo. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que c'est très complet parce qu'on apprend plein de petites choses. Après, le problème derrière, c'est qu'on est spécialisé en rien. Donc aujourd'hui, souvent les boîtes cherchent des profils spécialisés. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que les étudiants ont plus des affinités vers les langues, la localisation. Donc la localisation, pour ceux qui savent pas, c'est la traduction de sites web, de produits, mais c'est pas juste la traduction au sens traduire les mots, c'est vraiment prendre tout le contexte culturel en compte, ce genre de choses. Donc il y a des étudiants qui vont vers ça. Moi, je suis allée plutôt vers le design et du coup, je me suis vraiment spécialisée en tout ce qui est expérience utilisateur et mobile dans mon stage, en fait, au final. Donc c'est assez complet, mais c'est sûr que derrière, si on veut un profil spécialisé, il faut ensuite se spécialiser par soi-même. Et donc, si je continue d'apprendre sur internet, c'est un peu internet qui m'a permis de me spécialiser derrière entre tout ce qui est les blogs, les articles, les vidéos de conférences, les podcasts. Donc oui, je continue à apprendre sur internet tous les jours. Je fais une demi-heure à 1 heure de veille par jour. Donc je lis des articles pendant une demi-heure à 1 heure le matin dans le bus, le soir dans le bus et parfois un peu à midi quand j'ai un peu de temps. Est-ce que tu as rencontré un tournant de carrière où tu savais déjà que tu voulais devenir designer ? Est-ce que c'est une vocation ou bien tu t'es découverte dans ce domaine ? Alors, en fait, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été super intéressée par le web. J'ai toujours été dans l'informatique aussi. C'est merci à mon instituteur de CM2 qui m'a fait vraiment découvrir ça. Donc tout le côté ordinateur, tout ça, j'aimais beaucoup de base. J'avais mon premier ordinateur, j'ai commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque de l'infographie, des photomontages. Donc c'est vrai que le côté faire de la création assistée par ordinateur, de la PAO, ce genre de choses, j'ai eu un petit peu bidouillé et en fait, ensuite j'ai eu un blog et donc comme je bidouille pas mal, en fait, j'ai été très, très vite frustrée par le fait que je pouvais pas changer grand-chose sur mon blog. Donc du coup, j'ai testé différents sites de blog différents en passant par je sais plus les trucs à l'époque, mais concrètement pour finir avec un WordPress et apprendre moi-même le CSS. Donc c'est un peu une vocation, pas forcément d'être UX designer, mais c'est vrai que le côté faire des choses sur internet avec des ordinateurs, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc tu considères qu'aujourd'hui être UX designer c'est plutôt une passion ? Je suis payée pour, ce qui est plutôt cool, mais après, est-ce qu'on peut être passionné par essayer d'améliorer les interfaces? Je ne sais pas, je sais que c'est particulièrement pénible d'être avec un UX designer parce qu'on passe notre temps à observer les gens. Genre au cinéma, j'ai passé 1/4 d'heure, 20 minutes à regarder les gens essayer de se servir des bornes parce que je trouvais l'ergonomie des bornes de nouveaux cinémas complètement immonde et du coup, je me suis demandé si j'étais la seule à avoir les soucis, donc j'ai passé 3/4 d'heure à regarder les gens. Donc ouais,
Des fois, on a un peu du mal à débrancher, c'est vrai, de se dire: «OK, stop maintenant, c'est pas grave, les gens arrivent à s'en servir». Et est-ce que tu as des passions, du coup? D'autres passions, bah, plutôt la cuisine en ce moment. C'est vrai que j'aime beaucoup, essayer d'apprendre à faire des nouveaux trucs. Donc il y a, ce côté, bah, merci, Instagram et YouTube qui me permettent de découvrir des recettes de cuisine. Donc d'essayer de reproduire ça à la maison. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de choses assez parallèles. L'idée c'est, de s'approprier les règles, un peu comme, en design. Au début, on suit la recette, vraiment, au millimètre près et puis, quand on est un petit peu plus à l'aise, on se dit: «Bah, je vais peut-être pas forcément suivre la recette, je vais peut-être un peu, tester de nouvelles choses». Donc des fois ça marche plutôt bien, des fois ça fait des gros ratés, mais, dans tous les cas, ça donne toujours des trucs assez intéressants. Donc la cuisine et les jeux vidéo aussi assez souvent. Lesquels? Bah, en ce moment, je me suis remise sur Borderlands 2 que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années, qui est, genre, plein de références de culture pop. La technique est assez sympa, en fait, ça s'appelle du cel shading, donc c'est pas du tout réaliste, en fait. J'ai beaucoup de mal avec les jeux vidéo ultra réalistes où, c'est, en pleine immersion. Borderlands, c'est vraiment ça ressemble un peu à un dessin animé à certains moments. Donc le côté, pas du tout réaliste, le côté, pas prise de tête ou, les quêtes des fois c'est du grand n'importe quoi. Il y a une quête avec les tortues ninja, enfin c'est ce côté-là assez fun, moi ça me parle bien en général, dans les jeux vidéo. Et pour revenir au design, quelle est ta perception des tendances actuelles? Alors ça tombe bien, c'est la fin de l'année, donc du coup on va avoir, plein d'articles, sur, les tendances, du web design de 2019. Heu, Bah, j'ai l'impression que ça repart et ça revient et qu'on passe un peu notre temps à rebrasser, les mêmes choses et que, bah, c'est un peu comme, la mode, c'est assez cyclique. Après, il y a des choses intéressantes, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des tendances, mais, on a quand même une évolution des utilisateurs, utilisatrices et du coup, des modes de conception. Aujourd'hui, on a des gens qui sont, de plus en plus habitués à ne pas forcément avoir besoin, d'une interface, comme on avait il y a quelques années. Où en fait, on avait besoin de boutons dans tous les sens parce qu'on n'était pas encore trop à l'aise avec, l'informatique et que du coup, effectivement, on avait cette époque de ce qu'on appelle le skeuomorphisme, où nos interfaces ressemblaient beaucoup à ce qu'on avait dans la vie réelle. Par exemple, la calculatrice ressemblait à une calculatrice, à un objet, le carnet, de contact ressemblait littéralement où il y avait, cette époque où on s'amusait à essayer de recréer des effets de cuir, enfin quelque chose de très proche de la réalité et aujourd'hui, j'ai l'impression que comme on a pas mal évolué et que les interfaces, deviennent des choses assez, banales, au final, on a de moins en moins besoin d'avoir ces grosses métaphores, très lourdes et qu'on va de plus en plus vers des interfaces simples et épurées. Alors après ça plaît ou ça plaît pas. C'est toujours le truc un petit peu compliqué, ça dépend aussi pas mal, de la cible derrière et on va aussi vers, tout ce qui est, des interfaces, en tout à la voix, dans tous les Google, Alexa, ce genre de choses donc c'est assez intéressant. Mais on a toujours cette espèce de côté, mythe et science-fiction. J'en parle dans une conférence sur, la perception de la performance où on a, cette espèce de perception de ce que seront les interfaces du futur à cause des films. Mais en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que dans les films, toutes les métaphores sont ultra exagérées pour faire comprendre à la personne qui est, dans son fauteuil de cinéma qu'il se passe quelque chose à l'écran. Donc typiquement, si on prend par exemple, dans les films un scanner rétinien, si on prend, Minority Report ou tous ces films-là, ça prend beaucoup de temps. On voit le scanner qui, met cette espèce de laser, dans l'œil des gens. En vrai, aujourd'hui, un scanner rétinien, ça prend, même pas une seconde, ça prend une demi-seconde quasiment. Donc on a espèce de construit cette sorte de modèle mental des interfaces du futur et aujourd'hui, on se retrouve avec des utilisateurs qui s'imaginent, des choses sur ce genre d'interface et dans la vraie vie, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est juste que comme nos utilisateurs, nos utilisatrices ont cette perception de, par exemple, le scanner rétinien, ça prend du temps à cause des films, bah, en vrai, si on fait un scanner rétinien qui prend pas beaucoup de temps, les gens n'auront pas confiance. Donc on a ce côté assez marrant de science-fiction qui, rejoint la réalité, réalité qui rejoint vers la science-fiction et faut essayer de trouver une espèce de balance entre les 2. Tu as parlé, des conférences que tu donnes et je suis allée voir sur ton site. C'est vrai que tu donnes énormément de conférences du coup. Quel est,
Qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que UX designer? Est-ce que tu travailles en freelance? Comment ça se passe? Je travaille en tant que consultant, en fait. C'est un joli mot pour dire concrètement que je travaille, dans je sais même pas comment on dirait en français. C'est une boîte de consulting, en fait. Ouais. Donc on est dans une petite équipe de 5 personnes où, on a tous des profils assez, transverses. Donc j'ai 2 personnes qui font de l'intégration, mais qui peuvent aussi faire, de l'interface. Et on a un super, visual designer qui, fait, des goodies de malade, qui fait toute la com de la boîte. Enfin, il fait des trucs, très, très sympas. En plus, il est passionné par le print, donc il a, des échantillons, de t-shirts, de cartes de visite, de goodies. Enfin, c'est assez dingue. Et on a 2 UX designers qui font aussi un petit peu d'interface. Donc en fait, au quotidien, grosso modo, moi, mon équipe, on est une espèce de la team de choc qui vient aider, sur tous les autres projets où il y a des besoins en design. Donc après, Ouais. c'est le Luxembourg, donc une grosse partie de mes clients, c'est, du bancaire. C'est, pas mal de clients dans tout ce qui est aussi, les institutions européennes. Et puis ensuite, ça va être, des petits clients à l'échelle, d'une très grosse boîte, mais, dans tout ce qui va être un peu, le domaine de la santé aussi, ce genre de choses. Donc, au quotidien, grosso modo, ça dépend vraiment des projets, mais ça peut aller de, faire de la recherche utilisateur. Là, par exemple, on est en train de monter un wireframe, interactif pour aller faire des tests utilisateurs sur une interface. On a un autre projet où, on va aller, chez le client, faire des ateliers de co-conception avec le client parce qu'il a une méthodologie très, très complexe et il veut la rendre plus simple. Donc c'est, beaucoup, beaucoup de choses au quotidien. Et qu'est-ce que tu penses de la voix? Parce que je sais pas si tu lis un petit peu sur Medium, il y a énormément d'articles à ce sujet-là, des nouvelles interfaces, comment les concevoir vu que c'est plus du tout graphique. Mais c'est quand même au Ouais, rôle de l'UX designer de pouvoir améliorer cette expérience. c'est ça. En fait, c'est assez intéressant de voir comment on peut, faire, ce genre de choses. Déjà, il y a une première chose qui est la désirabilité. Est-ce que les gens, veulent avoir des interfaces, avec de la voix? Pas tout le monde, en fait, déjà. Donc c'est pas forcément un produit qui va, marcher, partout. Il y a aussi pas mal, de frustration aussi où, on a des technologies qui sont pas forcément, super au point. Par exemple, je ne citerai pas la marque de la voiture, mais concrètement, j'ai un pote qui a une voiture et tout l'ordinateur de bord peut être contrôlé à la voix. Le problème, c'est que quand il rentre dans une section de l'ordinateur de bord, tous les contrôles sont relatifs à cette section. Ça veut dire que lui, il est au volant et il faut qu'il puisse se souvenir, limite qu'il faut que dans sa tête, mentalement, il arrive à voir les sections et les sous-sections pour poser les bonnes questions à sa voiture. C'est une expérience de merde parce que concrètement, personne a la capacité mentale, encore moins, encore une fois, en conduisant, de se dire: «Non mais attends, je suis dans cette section-là, du coup, je peux pas lui demander ça, il faut, que je lui dise de remonter dans» c'est juste, complètement aberrant. Donc oui, clairement, il y a besoin de faire des tests utilisateurs sur de l'interface à la voix. Il y a besoin de UX designer. En fait, le concept du UX designer, c'est pas juste designer de jolis boutons sur une interface. D'ailleurs, il y a plein de UX designers qui ne designent, pas la moindre interface, donc c'est assez marrant. Mais, derrière, c'est un truc assez sympa, Moi, j'ai un collègue qui m'a dit, «Ça me fait flipper parce que ma gamine, elle apprend à parler, elle sait dire, papa, maman, Alexa». Et mince. Voilà, voilà. Ouais, Parce que, pareil, hein, mimétisme, donc du coup, la gamine, elle répète ce que papa, maman disent à la maison. ouais. Quel device utilises-tu? Un peu tout et n'importe quoi. J'ai un Mac au boulot, j'ai un iPhone pour des tests, j'ai un téléphone Android en perso, j'ai un iPad parce que j'ai découvert que c'est vachement fun et cool de dessiner avec le stylet sur l'iPad. Du coup, oui, j'avais un Windows à une époque, mais je l'ai laissé chez mes parents en déménageant au Luxembourg. C'était une machine un petit peu grosse à trimballer. Mais, Et sur l'iPad, tu utilises quoi comme outil de conception? Tu as testé la suite Adobe qui est maintenant dispo? alors, j'avais testé il y a super longtemps, ils avaient fait une application trop bien où on pouvait faire du dessin vectoriel et l'importer vers Illustrator. Sauf qu'ils l'ont supprimé, ils l'ont remis. Enfin, j'ai un peu une sorte d'amour-haine avec Adobe parce qu'ils sortent des produits, c'est trop bien, on joue avec pendant un an et ensuite, ah ben non, finalement, le produit, ça nous intéresse plus, on va l'arrêter. Ah, ok. Merci, mais moi je l'aimais bien ce produit en fait, donc voilà.
Donc j'ai pas trop testé encore les outils d'Adobe, enfin j'ai regardé quelques trucs qu'ils ont. Moi je suis plus sur Procreate, ça fait pas du vectoriel, mais ça permet de faire pas mal de petits dessins, c'est sympa. Le stylet gère aussi la pression, donc je fais un peu d'illustration et je fais aussi de la calligraphie du coup sur la tablette. Et sinon, de façon plus générale, tu utilises quoi comme outil de conception? Bah, nous, on est tous sur Mac au bureau, du coup, on utilise Sketch en général pour tout ce qui va être wireframe et design. Ensuite, il y en a plein, enfin, j'ai pas non plus envie de faire trop de placement de produits, mais concrètement, il y a un truc vraiment cool qui s'appelle Real Time Board. Faut imaginer ça comme un tableau blanc virtuel. Donc, on peut y coller des post-it, mais on peut aussi et surtout y créer des liens. Donc pour tout ce qui va être par exemple parcours utilisateur, c'est super pratique parce qu'on peut vraiment créer des liens et déplacer tous les liens, en recréer vers d'autres. On peut s'en servir aussi comme outil pour tout ce qu'on fait en fait en tant que designer avec des post-it. Donc ça peut être des diagrammes d'affinité, à faire du tri de cartes, à faire plein de choses. Donc j'aime bien cet outil parce que d'une, il est collaboratif et comme une partie de mon équipe est à Bruxelles, moi je suis à Luxembourg, bah, c'est vrai que ça permet assez facilement de partager. Et le truc, c'est que ben, ça marche plutôt bien quand on montre un parcours utilisateur à un client, on peut zoomer, dézoomer, il peut le suivre. On n'est pas limité par un certain niveau de zoom. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas trop mal. Mais en vrai, une grosse partie de mon boulot, c'est crayon, papier, post-it. Et c'est plutôt cool de ne pas passer toute sa journée devant un écran et de pouvoir faire des ateliers en travaillant vraiment avec des outils papier. Ça détend aussi un petit peu. Est-ce que tu suis d'une façon générale les meet-up? Alors à Luxembourg, ouais, on en organise d'ailleurs. On a un truc qui s'appelle UX in Lux. On est très original. Où l'idée c'est de faire des meet-up, mais pas vraiment en mode pas en mode un speaker et des gens qui écoutent, mais en collaboratif. Donc l'idée, c'est de se dire, on a envie d'apprendre, on a envie de partager. Donc là, on a fait un meet-up workshop qui était sur, ah zut, le premier, sur le card sorting. C'était génial. Il y a une nana qui est venue avec sa maman en mode, bah en fait, ma maman comprend pas ce que je fais dans la vie, donc je me suis dit, je vais l'emmener à un meet-up de card sorting et comme ça, elle va comprendre. C'était vraiment trop cool. Le dernier qu'on a fait, c'était du 5 second test. Et l'idée, c'est soit quelqu'un a une méthode UX et la personne a envie de la présenter, et du coup, il y a genre un quart d'heure, 20 minutes de présentation de méthodo, et ensuite on pratique ensemble, et ensuite on fait un retour. L'autre idée qu'on a, on n'a pas encore eu le temps de le mettre en place, mais c'est de se dire, OK, moi, il y a une méthodo que j'ai vue, j'ai lu dessus sur internet, mais j'ai jamais testé. J'aimerais bien la tester avec des UX designers avant de la tester avec des utilisateurs ou des clients. Du coup, bah, j'aimerais bien venir à un meet-up et puis on teste ensemble cette méthodo et pareil, on fait des retours. Donc c'est plus moi le côté collaboratif, échange sur des méthodos qui m'intéressent dans ce genre de cas. La petite question de la fin, quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design? D'être curieuse, motivée et en fait, si la personne n'a pas envie de passer sa vie à apprendre, c'est peut-être pas forcément la bonne carrière. Parce que clairement, en fait, ça bouge tellement, ça évolue tous les jours. On peut pas attendre, de recevoir des formations, enfin, en France, il y a des budgets pour des formations, par exemple. Mais je pense que c'est très difficile de se mettre à jour si on a le droit qu'à une seule formation par an. Donc c'est, bah, lire Ouais. des bouquins, aller à des meet-up justement, aller à des conférences. Alors c'est compliqué encore une fois parce que pas mal d'entreprises, ne le payent pas forcément. Mais après aujourd'hui, la plupart des conférences, en fait, elles ont soit un système de live stream, donc on peut les suivre en live, sur internet, soit les conférences sont enregistrées. Donc même si on peut pas aller à une conférence, on perd le côté, échange avec les gens. On peut quand même regarder pas mal de vidéos, de conférences, enfin, toutes les grosses conférences francophones, que ce soit FLUPA, UX Day, Paris Web, Blend Web Mix, DevFest, toutes ces conférences-là ont des vidéos en ligne, en fait. Donc c'est se dire, bah, OK, on peut apprendre tous les jours et l'autre conseil, c'est, planifier, c'est cool, mais ça se passera jamais comme on a planifié. Il faut aussi un peu, lâcher prise. Donc c'est se dire: «Bah, ouais, j'ai planifié mon atelier avec mon client à la minute près et c'est tout est cadré, mais en vrai, ça se passera jamais comme ça, le client va vouloir faire des trucs et puis, bah, c'est pas grave, on improvisera et
tant qu'à la fin de l'atelier ou à la fin, du meeting, on a les infos pour lesquelles on est venu et qu'on peut travailler correctement, bah, même si c'est pas passé exactement de la façon dont on l'avait prévu, ben, c'est pas grave, en fait. C'est normal. Personne n'arrive à faire l'atelier, de la façon dont on l'avait planifié, personne. Super. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation, Stéphanie. Merci à toi.